Oui, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous m'avez invité, parce que je suis probablement la seule personne au monde qui ne sait pas ce que sont les ovnis. Tous mes collègues en sciences savent très bien que c'est des hallucinations, et des mirages, etc. Et tous mes amis en ufologie savent que nous sommes visités par des petits gris extraterrestres, etc. Je continue à faire de la recherche. Je suis persuadé qu'il y a un phénomène physique, non expliqué, matériel, mais qu'il n'y a pas que ça. Et je suis arrivé à cette conclusion par une lente progression qui a commencé en France. J'ai fait, comme vous le rappeliez, des études d'astrophysique en France. Et j'étais persuadé que s'il y avait des ovnis, les astronomes les verraient et les astronomes nous le diraient. Sur quoi, au cours de mon adolescence, j'avais vu un objet au-dessus de Pontoise, voilà, où je suis né, voilà. Je suis originaire de cette région, et j'avais vu un objet avec d'autres témoins indépendants que je n'ai jamais réussi à expliquer. Alors il était comment cet objet déjà? Cet objet, c'était une soucoupe classique. C'était un disque argenté qui réfléchissait le soleil avec ce qui ressemblait à un dôme transparent par-dessus. J'avais un ami qui se destinait à des études d'ingénieur, qui habitait à 1 kilomètre de chez moi, qui l'a regardé à la jumelle et qui a décrit exactement la même chose. On n'a jamais réussi à expliquer, mais sur le moment, je me suis persuadé que ça devait être un prototype de quelque chose. Seulement, ça faisait pas de bruit, c'était suspendu dans l'air, à pas une très grande altitude, c'était clairement visible. Et donc, sur le moment, c'était tellement en dehors de la réalité normale que je n'ai pas vraiment prêté attention. J'ai continué mes études.
this happened and then this happened. I say, well, what had anything strange happened before? And they say, well, no, except that the phone rang and there was nobody on the phone, or there was a knock at the door and went to open the door, there was nobody there, or, you know, or I'd become aware of certain things and so on. Before the sighting. So there is a continuity there. Again, there is a process. So you can't ignore consciousness when you're looking at that. Now, when I interviewed you about this many, many years ago, you indicated to me that Dr. X seemed to have acquired certain psychic gifts. In fact, his whole life was changed. His attitudes changed. That's not unusual. Many of when you investigate a case like this, what you find is usually a witness who is in a state of trauma, has been shocked into, very often their view of themselves, their view of the world around them, their view of the universe has been shattered by this experience. Whether they are religious or not religious, whether they are, you know, a cop driving on a lonely road, or a PhD, or a bank president. I mean, they go through this very shattering experience. And people react, many people react with an awareness of abilities that they didn't know they had before. They will tell you, I don't think the experience itself gave me that ability, but I just became aware that there was more to life than what I thought before. Well, now comète a été observée avec la même périodicité. Donc c'est une démarche tout à fait normale en science de remonter dans les anciens documents. On s'aperçoit que le phénomène OVNI n'a pas commencé en 1947, il n'a même pas commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. La première étude secrète qui a été faite par le gouvernement américain a été faite en 1943 par le Bureau des Standards, ce qu'on ne sait pas, ce qui n'est souvent pas dit dans les livres d'ufologie. Le Bureau des Standards étudiait les cas qui avaient été relevés par les escadrilles alliées au-dessus de l'Allemagne pendant pendant les années 42 et 43. Mais j'ai souvent des gens qui viennent me voir ou qui m'écrivent avec des observations qu'ils ont faites en 1925, en 1930. Et quand on remonte dans les chroniques du XIXe siècle, on trouve des vagues d'ovnis, en particulier cette fameuse vague du airship qui a été vue au-dessus de la Californie à la côte est des États-Unis sur une période de 3 mois, qui, à mon avis, est totalement inexpliquée. Alors quand on remonte, au fur et à mesure qu'on remonte dans l'histoire, on continue à trouver des observations qui semblent significatives du point de vue du phénomène OVNI. Le problème, comme vous y faites allusion, c'est que nous perdons petit à petit le contexte sociologique et linguistique de la signification de ces rapports. Mais il y a quand même des observations qui sont tellement spécifiques, tellement bien faites, tellement bien enregistrées, qu'on est obligé de les inclure dans la table, dans la considération générale du phénomène. Par exemple, au IXe siècle en France, il y avait une vague d'observations d'OVNI au-dessus de la région de Lyon, et la population lyonnaise croyait à ce moment-là à l'existence que ces objets venaient d'une région de l'espace qu'ils appelaient la Magonie, qui se trouvait au-dessus des nuages, entre les nuages et la Lune. Et nous le savons parce qu'il y avait un homme tout à fait exceptionnel qui s'appelait saint Agobard, l'archevêque de Lyon s'appelait Agobard. C'est un homme qui a laissé 22 ouvrages de science, en fait de philosophie naturelle, en utilisant bien entendu les concepts de son époque, sur la météorologie, sur les phénomènes naturels. Et dans un de ses ouvrages, qui s'appelle « De la grêle et du tonnerre », il décrit ses croyances populaires et il dit que, bien entendu, il s'y opposait parce qu'il pensait que l'idée qu'il pouvait y avoir des vaisseaux aériens dans les nuages, qui venaient de la Magonie, retirait quelque chose à la majesté de Dieu. Et comme il était théologien, une fois la foule lui a apporté 4 individus, 3 hommes et une femme, qui venaient de ces vaisseaux. Et bien entendu, pour la foule, c'était preuve de sorcellerie, et la foule voulait les lapider. Et saint Agobard les a convaincus que ces vaisseaux aériens ne pouvaient pas exister, et que, par conséquent, ces pauvres personnes devaient être libérées. Ce qui prouve que les sceptiques peuvent quand même servir à quelque chose en ufologie.
dans la mesure où le phénomène semble avoir existé au cours de l'histoire, sans remonter à la vision d'Ézéchiel, qui elle-même est un document très intéressant, mais c'est un argument, effectivement, contre l'hypothèse extraterrestre. C'est peut-être un argument pour l'existence d'une autre forme de conscience qui a existé parallèlement à la nôtre au cours de notre histoire, qui a existé dans notre environnement. Alors, est-ce qu'il y a une composante mythologique? Oui, bien entendu. Il y a un niveau mythologique, un niveau mythique à ce problème. Quand on fait, comme je me suis attaché à le faire, une table des miracles religieux, que ce soit les miracles catholiques comme Fatima par exemple ou Lourdes, ou des miracles mormons comme l'apparition de l'ange Moroni à Joseph Smith, je ne suis pas compétent pour juger du contenu des révélations que les témoins ont apportées, mais si je prends simplement les phénomènes physiques, que je les mets en rapport avec les phénomènes physiques que nous décrivent aujourd'hui les témoins des ovnis, on trouve absolument une configuration identique, c'est-à-dire des bruits, des sphères de lumière, des objets dans le ciel, des disques qui semblent violer les lois de la dynamique et de la pesanteur. On trouve des êtres de lumière. On trouve des sons, des bourdonnements. On trouve, par exemple, à Fatima, un des modes de disparition de cette sphère de lumière qui entourait la Vierge, c'était avec le bruit d'une fusée. Je trouve intéressant de retrouver cette même terminologie dans des rapports de miracles, et de soi-disant miracles, et dans des rapports d'ovnis. Certainement, si l'observation de Fatima arrivait aujourd'hui, il y avait 70 000 témoins dont beaucoup étaient des sceptiques, il faudrait bien l'appeler... Published, with Chris Aubeck in Spain, we've been working on a book that we called Wonders in the Sky, and we've done that book twice actually. The first time we narrowed it to 500 cases before 1880. Now, before 1880, you don't have many things in the sky. You don't have. You may have a few balloons once in a while. Those were free balloons. You don't have dirigibles. You certainly don't have airplanes. And you certainly don't have rockets and things like that. So you have something that's fairly pure, and we've gone back to antiquity. And, I'm amused when skeptics, like some of the people at City, say, well, there was nothing in antiquity that resembling this phenomenon, so the phenomenon must be a new thing, and it's probably a bunch of hoaxes and so on. Well, I'm sorry, but many of the cases that we found in the writings of Roman historians like Cicero and others that came from the archives of the Roman Empire. The consuls there was a whole period in the Roman Empire when it was run by 3 consuls. It was run by a consulate, and they were extremely interested in the things that people saw in the sky because for astrological reasons, they thought that patterns of unknown things in the sky would be indicative of historical events that were going to happen. In other words, they were portents of historical events, the death of a king, or new war, or famine, or floods, or things like that. So they made a rule that anything that was unusual in the sky had to be reported to Rome. So it's like, the President of the United States saying, I want the Air Force to give me a report on my desk every 3 months on all the UFOs seen in the sky. And those were, they were not kidding. Those were official records of the Roman Empire. We don't have all of them because many of them have been lost, but we have, dozens of them. And the Roman historians, like Herodotus and Cicero and other great writers, reprinted them and included them in their books, and we have those books. And they have been translated, and they are available. And, of course,
many of the phenomena were things that we understand today. They were meteors, they were comets, they were globular lightning, there were things but there were also cases that that were described carefully. Remember, they were described for the triumvirate in Rome. So this was not just some local, local Roman newspaper. This was, official record of the empire. And so we have a good description, and it matches what we have today as UFO reports. So we started from that, and then we went across to, the 16th, 17th century, 18th century. In the 18th century, you start having a lot of reports from astronomers. Astronomers whose names we remember today. And again, those records, you cannot say that that was hoaxes and hallucinations. So we have hundreds of those, and we've covered them in this book. And the patterns are the same patterns that we have from the reports from the U.S. Air Force and from modern UFO reports. So that is new, because there were books before about UFOs in antiquity, but they did not have access to that caliber of reports, because a lot of this is, you find today on the internet. And, you find it not because of ufologists, but you find it because archivists and librarians and historians have been scanning those records and putting them online. So those you find it in archives of universities and big libraries, museums in Austria and in Germany and so on, very often with drawings. Now, the drawings were not made at the time. I mean, they were not made, by the Romans, but they were made in the 17th or 18th century by people who had already gone through those records. And that's very rich, very interesting research, and I'd love to, if I had more time, Chris Aubeck and other people like Jerry Clark and others have looked at the records, for example, of the airship sightings just in the 20 years between 1880 and 1900. There are 10,000 newspaper reports of airships. So, I mean, that would boil down, and there were many hoaxes also. So you'd have to go back and see if the witnesses really existed. And so, I mean, there's a lot of research to be done, but there are certainly hundreds of valid reports, in addition to all the fancy reports.